sur notre destin. Ça aussi, on peut aller chercher des réponses. Oui, on peut aller chercher des réponses, mais encore, est-ce que ce seront les réponses que j'attends? Tu vois, c'est vraiment, c'est ce que j'explique souvent. En fait, le merveilleux est dans l'inattendu. Parce que quand j'attends quelque chose, je ne vois pas ce qui pourrait être une réponse et qui serait même une plus belle réponse à ce que je veux. Et si un alphabet vieux de plus de 2000 ans contenait encore aujourd'hui des clés capables d'éclairer notre destinée? Les runes peuvent-elles vraiment révéler notre avenir? Depuis des siècles, ces symboles mystérieux traversent le temps et continuent à fasciner des millions de personnes. C'est pas de la simple superstition. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Limoges, avec qui on va explorer les secrets cachés des runes, comprendre comment elles fonctionnent réellement. Alors, bienvenue sur Origin Sky TV. Allez, c'est parti, on y va. Nathalie Limoges, bonjour, comment vas-tu? Très bien, Sébastien, comment vas-tu toi? Très bien aussi, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne. On va parler d'un sujet que je connais pas et que j'ai découvert avec ton livre, Ma Bible des runes, aux éditions Le Duc. Voilà. Oui. Très joli livre, soit dit en passant. Oui, très beau. Le Duc fait, dans sa collection des Bibles, c'est vraiment des merveilles, vraiment. Non, vraiment, quand on l'a dans les mains, ça fait qualité, pardon. C'est vrai. C'est vrai, et puis c'est très beau, et le graphisme a été très beau, ça a été très bien fait, c'est vraiment de la belle qualité. Bon. C'est long à faire un livre comme ça? Ah, ma Bible des runes, qui se veut être un ouvrage de référence, parce que effectivement, le titre m'a valu pas mal de déboires, puisque les runes sont très païennes, et que le titre c'était Ma Bible des runes. Oh, papa, ouais. Alors, j'essayais d'expliquer qu'en fait, c'est le terme générique du mot Bible qui veut dire livre de sagesse en tout cas, et que c'est effectivement le duc m'a fait l'honneur de me demander de le rédiger, et je l'ai rédigé comme un ouvrage de référence, ce qui fait qu'effectivement c'est assez long. D'accord. Oui, je crois que, au début du livre, je recherchais, mais je crois que tu en parles, tu dis que le Bible des runes, c'est un oxymore, quoi. C'est ça, c'est un oxymore parce que effectivement, c'est toutes les religions, dirons-nous, judéo-chrétiennes qui ont amené la fin, en tout cas, de la civilisation runique telle qu'on l'a connue. D'accord. Bon, de toute façon, on va voir ça ensemble. Mm-hmm. On va découvrir d'où ça vient, comment ça a un peu disparu justement au fil du temps. Mais alors, pour commencer, comment t'as découvert les runes, toi, pour la première fois? Comment ça t'est venu? Comment ça m'est venu? Alors, il faut savoir que je suis un dinosaure qui a fait des études déjà de latin et de grec, et donc j'ai beaucoup étudié tout ce qui était mythologie. Alors, surtout la mythologie grecque et romaine, bien entendu, mais alors, du coup, ça me donnait envie quand même de comprendre un peu les autres mythologies, qu'elles soient celtes ou plutôt scandinaves et du nord de l'Europe. Et donc, je me suis plongée aussi là-dedans. Et puis, j'ai découvert qu'en fait, on cherche souvent, si tu veux, une tradition chamanique à laquelle se raccrocher, et qu'on oublie qu'ici en Europe, eh bien, on a cette tradition-là, puisque celle des runes et la tradition du nord de l'Europe, elle a vraiment influencé longtemps et longuement, non seulement les pays scandinaves, mais aussi tous les pays germanophones. Et donc, par conséquent, puisque tu le sais, comme je suis en Belgique, on trouve pas mal de traces encore de runes, même en Belgique, notamment tout ce qu'on appelle les maisons à colombage, où l'on voit la persistance des runes. Et en fait, tous les contes de fées de notre enfance, qui nous ont quand même fortement bercés, eh bien, sont influencés très fort par la mythologie nordique. D'accord. Oui, c'est vrai que dans ton livre, tu mets des contes, oui. Justement. Voilà, et je me demandais pourquoi. Moi j'ai la réponse. Parce que, par exemple, tu vois, je parle souvent du lore d'une rune. Le lore d'une rune étant finalement son parfum, son chant un peu particulier qui a donné le mot folklore. Tu vois, donc tout ça fait que
ce que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est une tradition qui fonctionne vraiment avec les contes, avec une certaine poésie, avec une certaine manière de positionner son cerveau pour comprendre finalement une manière analogique de raconter les choses, tu vois. Voilà. D'accord, ouais, je comprends. J'avais vu une émission ou même deux sur YouTube, chez Didier Santiago d'ailleurs, je crois que tu connais. Oui, je le Où, salue. voilà, bon, salut Didier. Enfin, moi, il me connaît pas, peut-être il m'a vu, mais je le salue quand même, parce que moi, je le connais parce que je l'ai vu souvent. Ben voilà, moi je l'embrasse. Allez. Voilà. Et j'avais vu qu'il y avait des contes initiatiques, voilà, mais comment dire ça? Mais vu d'un côté alchimique. Oui, bien sûr. Pratiquement tous les contes. Mais pourquoi? Parce que ces contes qui ont été, si tu veux, récoltés, ils l'étaient par des gens comme les frères Grimm, qui étaient des linguistes. Et en fait, ces frères Grimm, quand ils ont fait le tour de toutes les chapelles, de tous les petits villages, ce qu'ils voulaient retrouver, c'est cette ancienne sagesse qui circulait de bouche à oreille et dont on avait perdu la trace. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé à faire vraiment, ils ont récolté tous ces contes, ils les ont collationnés et ils se sont aperçus qu'en fait, ça raconte une sagesse, une sorte de sagesse immémoriale, si on peut dire, qui est commune à plein de civilisations. Et effectivement, si on veut, je le fais très très souvent, tu peux faire la lecture de ces contes de fées d'une manière complètement alchimique, parce qu'il y en a vraiment qui racontent le grand œuvre. D'accord, ok. C'est vrai qu'on peut voir ça d'un œil différent. C'est très intéressant. Ça permet vraiment de découvrir une autre façon et ça montre vraiment autre chose que le conte simple Oui. ou le dessin animé. Enfin, voilà. Le conte du Genévrier, qui est un magnifique conte, vraiment très très beau, que je vous encourage à aller lire. Il raconte vraiment les opérations, les étapes du grand œuvre pour trouver la pierre alchimique. Donc D'accord. tu vois, c'est vraiment très 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 beau et c'est vrai que en fait au départ ils sont moins jolis, moins léchés si on peut dire que ceux de Walt Disney, mais ils ont vraiment certaines comment dire clés en tout cas sur une sagesse très ancienne qui justement était là et qui partageait sans doute avec nous certaines clés qu'on avait oubliées. Ouais, non, mais je comprends très bien. D'ailleurs, moi, je sais que mon épouse, elle publie souvent des textes sur Facebook et c'est vrai que récemment, elle en a publié un sur La Belle et la Bête. Oui. En fait, c'est vrai que comment elle perçoit ce côté un peu alchimique, mais vraiment, voilà, comme tu dis, ça donne des clés pour du grand œuvre, voilà, si on peut dire Oui. ça comme ça. C'est fou qu'on voit les choses complètement différemment. Pour revenir aux runes principalement, alors, les runes, est-ce que c'est un alphabet? Parce qu'on peut... Oui et non. C'est-à-dire que les runes, tout au départ, n'étaient pas là pour écrire ou pour, raconter, tu vois, comme par exemple l'alphabet hébreu, qui est là, qui est le support de textes qui nous sont parvenus. Les runes, c'était pas tout à fait ça. Les runes, ce sont des ondes de forme. Ce sont finalement oui, je sais pas dire, des sortes de sigils, des sortes de sceaux qui nous permettent en fait d'entrer en communication avec l'âme du monde. Et c'est bien pour ça que c'était un apanage, comme on dit, de la Volva, qui était cette sorcière du nord de l'Europe, qui lançait les runes en l'air pour interpréter la volonté des dieux. Tu vois. Et donc, elles étaient plus utilisées comme ça, utilisées dans une manière, disons, plus de guérison, dans une manière de protection. Elles étaient utilisées de manière peut-être un peu plus magique, mais tout au départ, on se rend compte quand on les écoute au travers l'Edda de Snorri, qu'elles ont une grande sagesse très ancienne dont elles sont issues et qu'elles nous racontent au travers des siècles. Voilà. D'accord. Ok. Finalement, on peut dire que les runes, c'est des traditions. Ça vient de traditions d'avant, d'époques assez lointaines. Oui.
Ça vient, en tout cas, ça raconte une histoire du monde dont on a perdu le souvenir et qui, petit à petit, a été remplacée par ce dont on se souvient, c'est-à-dire les dieux comme Odin, Thor, Freya, qui étaient tout puissants ou à peu près, oui, qui avaient en tout cas beaucoup plus de force que nous, pauvres mortels, et qui voyageaient dans les mondes du multivers à travers soit leurs chevaux à 8 pattes, soit à travers leurs chars tirés par des chats. Et donc c'était derrière ça, il y a encore quelque chose qui est encore plus ancien que les runes tissent en filigrane et qui nous imprègnent quand on va à leur rencontre et quand on va les fréquenter. Voilà. D'accord. C'est vrai que quand tu parles de ça, moi, ça me fait penser au film de Marvel, Thor, par exemple. Je sais pas si tu as regardé. Oui, je les adore. Et c'est vrai que tous les noms que tu dis, c'est tous les noms qu'on voit dans le film. Et c'est vrai que dans la mythologie nordique, même à l'école, enfin, aujourd'hui, je sais pas, mais moi, à mon époque, on avait appris ça en histoire. Odin, Thor, enfin, tout ça. Les Valkyries, aussi, bref. Exactement. Et tout ça, et les runes descendent de là, quoi. On peut dire ça. Ou même les runes étaient déjà là, puisque quand tu écoutes le livre, en tout cas quand on traduit cet Edda de Snorri qui date du XIIIe siècle, eh bien justement c'est la Volva qui raconte à Odin comment est né le monde et comment finalement ce monde qui était là est né, donc une rencontre entre la glace et le feu, et puis de cette rencontre sont nés les géants. Et puis, petit à petit, d'autres mondes sont nés, qui se sont plantés autour de l'arbre de l'Yggdrasil. Et donc, en fait, il y avait une coexistence de plusieurs mondes en même temps. Et ce qui s'est passé, c'est que Odin a voulu, en fait, obtenir plus que ce qu'il n'avait. C'est la fameuse démesure qui influencera aussi beaucoup les Grecs. Et donc, à cause de ce déséquilibre, parce qu'il a généré une guerre, il a entraîné, ou en tout cas, il a déclenché le Ragnarok. Ce que raconte la Volva, elle dit, voilà, il y a eu un déséquilibre parce que vous avez voulu les mondes qui n'étaient pas les vôtres. Et à partir de ce moment-là, vous avez déclenché un phénomène inévitable, le Ragnarok. Et pendant ce temps-là, elle raconte ce qui s'est passé après la création de ces mondes, ce placement sur l'arbre du monde, si on peut dire. Et elle raconte qu'en fait, au départ, même Odin ne comprenait pas les runes, parce que ces runes étaient vraiment quelque chose de très ancien qui était arrivé avec la création du monde. Et donc, il a dû rester suspendu pendant 9 jours et 9 nuits à l'arbre de l'Yggdrasil pour comprendre ce que les runes voulaient dire. Parce qu'au début, seule Freya, qui est une déesse vanne, qui est une déesse reliée à la nature, qui est une déesse de l'amour, qui est une déesse triple, comprend ce que veut dire les runes. Il n'y a que elle qui le comprend. Ok, d'accord. Et est-ce que chaque rune, parce que je crois qu'il y en a 24, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que en fait, on n'a pas trouvé de livre qui les répertoriait vraiment clairement. Donc, c'est à partir de pierres, à partir d'objets en cuivre qu'on a trouvé, qu'on a élaboré, si on peut dire, cet alphabet qui s'appelle le Futhark, du nom des 6 premières runes. Et généralement, ça dépend des auteurs. Parfois, ils en trouvent 16, mais dans la majeure partie des auteurs, on est d'accord pour dire qu'il y en a 24. Voilà. Et est-ce que chaque rune qui correspond à je tourne la tête en même temps parce que je suis en train de regarder le livre avec la première, je sais pas si on peut dire lettre ou non, c'est pas le bon mot. La première rune, c'est Féou, qui correspond donc effectivement à Freya et qui va donner le mot Futhark, cet alphabet runique dont je te parle pour le moment. Donc, tu voulais dire quoi à propos de Féou ? Est-ce que chaque rune a une énergie propre ? Oui. Chaque rune a une énergie propre. Chaque rune, alors, c'est ça qui est aussi extraordinaire avec les runes, c'est que quand on les regarde, elles sont très très simples.
Elles sont vraiment, c'est pas comme, tu vois, l'alphabet hébreu où c'est très élaboré. Les runes, elles sont droites, comme, tu vois, c'est vraiment très facile à dessiner. Et on se rend compte, par exemple, je l'avais fait dans un précédent livre sur les runes que j'avais écrit, elles collent parfaitement, par exemple, dans le schéma de l'arbre de vie, parce qu'elles ont, en fait, quand on les dessine, c'est à chaque fois la rencontre entre la glace et le feu, c'est-à-dire cette rune qui représente la glace, qui est la 11e, et la rune qui représente le feu, qui est la 6e. Et toutes sont basées sur ce schéma-là. Donc, c'est très, très... quand on commence à les fréquenter, on voit les liens qu'elles ont entre elles, mais chacune a une vibration très propre. D'accord. Est-ce qu'à l'époque, on va très lointaine, est-ce qu'il y avait que certaines personnes qui pouvaient utiliser des runes ou c'était quand même à la portée de tout le monde? Non. C'était la Volva qui utilisait les runes. Nous maintenant, tu sais, à notre époque, on a une vision très romantique de la sorcière, puisque la Volva c'est la sorcière du Nord. On a une vision très romantique. Mais à l'époque, voilà, dans le village, quand tu avais le statut de Volva, souvent, tes parents pleuraient, parce que ça voulait dire que tu n'aurais pas de mari, pas d'enfant, que tu serais mise un peu au banc de la société, parce que finalement, toute la société allait pourvoir à ton confort, en te nourrissant, en subvenant à tes besoins, parce que toi, tu étais là pour servir la communauté, comprendre ce que les runes allaient dire, trouver leur côté curatif, leur côté magique. Et évidemment, comme tu fréquentais dès lors des mondes qui étaient parfois un peu difficiles, c'était pas la Volva qu'on invitait à sa table le soir, tu vois. Donc, oui. Ça voulait dire une vie assez solitaire. Oui. D'ailleurs, même des siècles plus tard, on voit les sorcières comment elles ont été traitées, quoi. Donc, bon. Oui, c'est ça. Et puis, mais c'est vrai que maintenant, on a une vision plus romantique. On te dit que toutes les femmes sont des sorcières, ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, parce que la teinte de la sorcière, elle est très particulière. Mais être une Volva, c'était vraiment, c'était un apostolat qui te demandait vraiment beaucoup de sacrifices pour aller là-dedans. Et parfois, c'était pas, ça te tombait dessus et t'avais pas envie que ça te tombe dessus, Toi, t'avais d'autres idées de la vie. Eh ben, c'était comme ça. Tu seras Volva, ma fille, et puis voilà. Parce que dans les signes de l'âme du monde, c'était toi qui étais désigné, et c'était comme ça. D'accord. Oui, aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de bouquins pour devenir une sorcière que c'est ça. Avec de la poudre de fée, hop, voilà. Et puis au bout de 2 mois, tu es une sorcière. Magnifique. Voilà, c'est ça. Alors que faut pas prendre ça à la rigolade, en fait. Non. Enfin, personnellement, je trouve que c'est pas une mode qui est très bonne. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Et je te rejoins complètement. Mais bon, chacun fait comme il veut. Et notre but n'est pas de heurter les gens. Donc, si ça les rend heureux d'aller sur cette voie-là, c'est ça qui est dommage, tu vois, parce qu'en fait, les runes, quand elles sont connectées à toute cette mythologie nordique, c'est de là qu'on a tous les élémentaux, tu vois, les sirènes, les gnomes, les sorcières, enfin tous les éléments qu'on appelle des élémentaux, puisqu'il y a vraiment un esprit dedans. Et tu peux avoir une teinture de sorcière, mais tu peux avoir une teinture de sirène, tu peux avoir une teinture de fée, tu peux avoir une teinture plus terre avec une teinture plus farceuse comme celle des gnomes. Et moi, personnellement, je trouve toujours que c'est nos différences qui nous enrichissent. Et donc, si tout le monde est une sorcière, c'est triste, je trouve. C'est triste pour les sirènes, c'est triste pour les fées, c'est triste pour les salamandres, c'est triste pour tous les autres éléments qui ont une différence qui fait que directement tu vois quelqu'un qui est plus sirène ou plus sorcière. D'accord. Tu vois ? Okay, ouais. Est-ce que les runes ont une sagesse initiatique quand même ? Oui.
Oui. C'est une sagesse initiatique pour moi, en tout cas. Moi, quand je les ai fréquentées, d'abord, ce sont des grandes rêveuses. C'est elles qui m'ont branché sur tout un univers qui a fait l'objet de mon dernier livre et qui aujourd'hui revient un peu à la mémoire. C'est toute la tradition d'Hyperborée. Donc cette civilisation du vraiment au-delà du vent de bord, qui était vraiment tout en près du pôle, à un moment où il n'y avait pas toute cette glace. Et disons que quand on commence à les écouter, elles vous transmettent vraiment une vraie sagesse. Je dis souvent à mes élèves, vous avez la chance d'avoir une vieille dame en face de vous, une vieille dame qui a vu tout le début de la création du monde. Cette vieille dame, elle représente tout le lore, en tout cas toute la magie des runes. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Alors, ne vous en privez pas parce que elle répond dans les rêves, elle répond par des tirages, elle répond par plein de choses. Mais souvent, aussi actuellement, c'est ça, hein, les gens veulent tout de suite faire de la magie, on veut tout de suite être Harry Potter à l'école de Poudlard. Et parfois, les runes, le problème, c'est que les runes sont tellement puissantes, tu vois, que il faut vraiment savoir ce qu'on fait avec elles. Parce que j'ai tendance toujours à vous raconter, et c'est vrai, que un qui s'en est beaucoup servi, ça a été Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était entouré de plein d'occultistes. Oui. Et il les a beaucoup utilisés, puisque la svastika, c'est le symbole, tu vois, de ces doubles croix. C'est hindou, je crois, au départ, en plus. Non. C'est runique, c'est deux runes qui se retrouvent, si tu veux, imbriquées et qui indiquent le pôle mystique. Et donc, comme c'est une vieille civilisation qui s'est dispersée, eh bien, on la retrouve chez les hindous, chez les japonais qui ne comprennent pas pourquoi on leur dit que c'est un signe fasciste, parce que c'est un signe qui, chez eux, symbolise le bonheur. Et c'est vrai que maintenant, la svastika ici, en tout cas dans les régions plus européennes, a une connotation fasciste terrible, puisque c'était... Forcément, voilà. Pourtant, même, je crois qu'elle est à l'envers, en fait, normalement. Enfin, par rapport quand on regarde vraiment les vieux textes, ça dépend où tu te trouvais pour qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, puisqu'elle indiquait ce fameux pôle mystique. Mais au départ, c'est une roue qui indique 8 directions un peu particulières et qui scinde, si on peut dire, le temps en 8 parties très spécifiques. Et ça n'a rien de démoniaque, tout comme finalement les runes. Mais les runes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles font suivant. Ça dépend qui l'utilise, quoi. Voilà, ça dépend qui l'utilise. Et même si tu l'utilises avec des bonnes pensées, si tu ne sais pas ce que tu fais, les runes font ce qui doit être fait en fonction de ce que tu leur demandes de faire. D'accord. Ok. Je vois que dans une rune, chaque rune a une forme, forcément. Il y a de la magie. Il y a aussi une rune va montrer un endroit du corps. Oui. Les runes sont très attachées aussi aux endroits du corps. On appelle aussi une technique assez particulière. Je t'ai pas interrompu, Sébastien, tu voulais continuer peut-être. Bon. Chaque rune, en fait, quand tu les mets en mouvement, va déclencher ce qu'on appelle un stada, c'est-à-dire une posture qui va permettre en fait à l'énergie de la rune de circuler à l'intérieur du corps. Et en tout cas, moi je l'ai déjà constaté quand on le fait en groupe, quand on le fait à plusieurs, cette posture avec les runes, il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se met alors à bouger dans le corps, parce qu'elles ont vraiment une affinité avec notre structure, avec notre colonne, avec ce qui est vraiment, tu vois, plus dur à l'intérieur de nous. Et quand on adopte ces postures, il y a quelque chose qui refait bouger du mouvement, en fait, à l'intérieur. C'est très, très intéressant. D'accord. Oui, ça, c'est clair que c'est vraiment très intéressant. Et est-ce que... alors, tout le monde, comme tu disais, tout le monde peut utiliser des runes. Ça dépend comment on les utilise. Mais au jour d'aujourd'hui, comment toi, tu les utilises ?
Ah ben moi, ce sont des copines en fait. Ce sont des copines très très sacrées. Tu sais, moi je suis un taureau vénusien, donc pour moi tout est histoire de relation. Et j'ai tendance à dire toujours, comment est-ce que vous êtes en relation avec les autres? Vous serez en relation avec vos runes, hein, parce que elles elles sont elles sont sacrées, elles ont des choses à nous raconter, mais il faut les écouter. Donc c'est toujours la même chose. Il faut pouvoir à un moment donné, vraiment les laisser parler et pas vouloir absolument leur dire tout ce qu'on a compris. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je les utilise beaucoup en rêve parce qu'elles viennent beaucoup me parler en rêve. Donc, je peux traduire des rêves en runes, ce qui me donne, si tu veux, une histoire qui appartient parfois au passé, mais qui appartient parfois au futur. Et donc, je me rends compte que ces runes ont cette capacité aussi de nous brancher à une autre idée du temps. Et donc, moi, ça m'intéresse toujours, non pas pour savoir ce qui va m'arriver, mais pour faire advenir sans doute le futur qui est le plus en adéquation avec ce que j'ai envie de manifester. Et donc, par rapport à ça, je trouve que les runes sont vraiment très, très intéressantes. D'accord. Bon, là, quand tu expliques ça, ça me fait penser au tarot. J'ai l'impression que c'est un peu un faux frère jumeau. Je veux dire, alors, peut-être si je me trompe, reprends-moi, hein, mais parce que moi je découvre, hein, en même temps que les personnes qui nous regardent, mais est-ce que finalement il y a des ressemblances avec le tarot, non? Oui, il y a des ressemblances, mais il y a aussi des fortes différences. Donc c'est pour ça que si tu veux vouloir les faire vraiment tout à fait coïncider avec le tarot, il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Mais en gros, ce sont deux instruments oraculaires. Ce sont deux instruments qui vont, comme un miroir, pouvoir te permettre finalement de trouver la meilleure réponse pour toi, que ce soit les runes ou le tarot. Et le tarot, lui, il est assez riche en archétypes. Hein. Chaque carte du tarot, quand tu la déplies, il y a des archétypes, il y a toute une histoire. Même à quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, tu vas montrer une carte, il va pouvoir te raconter une histoire, même si c'est pas tout à fait celle qui est en adéquation avec l'arcane. Il y a toute une histoire qui se déplie. Les runes, elles sont plus brutes. Elles sont plus trash, elles sont plus, tu vois, plus aiguisées, oui. Et donc, quand on les voit, c'est pour ça aussi que j'encourage toujours les gens à faire leur propre jeu de runes, non seulement parce que c'est mon intention si tu veux, avec laquelle je me concentre pour les graver dans un support qui va faire que je mets ma propre magie avec les runes, mais aussi parce que ça permet en fait de voir sur des signes qui sont assez simples, finalement ce que je peux trouver comme différence et avoir comme difficulté avec une rune apparemment très simple à graver, et souvent cette rune va parler de quelque chose qui dans mon histoire est souffrant, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve ça toujours très intéressant de faire son propre jeu de runes. Dans une pâte à sel, hein, c'est très facile. Pâte à sel, ça prend 5-10 minutes à faire, oui. Et puis on grave dedans, on les met un peu au four pour les sécher, on a déjà un jeu de runes. Ouais, c'est pas faux. Voilà, alors donc il y a une astuce, tout le monde peut faire un jeu de runes chez soi. Et c'est une belle manière d'entrer en relation avec le collectif des runes, tu vois. Parce qu'alors, on prend du temps pour voir comment est-ce qu'elles s'inscrivent, et puis surtout on s'aperçoit de celles avec lesquelles on a des difficultés. D'accord. En plus, on peut les personnaliser. Si en plus ça permet de faire. On peut les personnaliser. Donc, on en fait vraiment un outil magique. J'apprends ça dans les cours. Hein. On peut faire vraiment, une fois qu'on les a faites, on peut les laisser pendant 9 jours comme Odin dans le noir. Et puis, quand on les sort et qu'elles naissent au monde, on leur donne un nom magique. D'accord. Ok. Bon, mais pour ça, il faut prendre quand même avant la Bible de Nathalie. Pour pouvoir graver les 24 et avoir les bons symboles. Voilà. C'est ça. Hop, un peu de pub au milieu, hop, vite fait là. Merci Sébastien, très belle pub. Personne ne l'a vu passer celle-là. Ouais, personne. Non, mais du coup, les runes, ça joue avec notre inconscient, finalement. Très fort, très fort, très fort.
comme tous les instruments oraculaires, comme les arcanes du tarot dont tu parlais, ce sont vraiment, finalement, on les utilise vraiment pour comprendre des choses qui sont passées dans notre inconscient et auxquelles on n'a pas accès. Et c'est ça aussi la magie des runes, c'est qu'elles agissent comme miroir pour tout justement débloquer des choses qui étaient complètement élisées dans ton inconscient. Donc, effectivement, pour ça, ce sont des beaux outils et vraiment, je vous encourage à ne pas vous en priver. D'accord. Alors là, jusqu'à présent, on a vu un peu de théorie pour comprendre et découvrir les runes. Mais maintenant, comment on fait un tirage de runes? Comment ça se passe? Alors, un tirage de runes, c'est toujours la même chose. Au départ, je vous conseille de faire des tirages faciles. De 3 runes, c'est déjà énorme. Par exemple, moi, quand vous avez envie vraiment de vous mettre à comprendre et à interpréter les runes, je vous conseille, c'était une de mes élèves qui l'avait fait et je trouve ça vraiment très intéressant, c'est de piocher une rune le matin, de la mettre sans la regarder dans votre poche et le soir, quand vous faites une sorte de récapitulatif de votre journée, sortir la rune et regarder en quoi elle vous avait parlé sur la journée. Ça, c'est un exercice qui est assez simple et qui est chouette parce que c'est vraiment très pratique et c'est comme ça que vous allez retenir les significations des runes. Maintenant, si vous êtes des spécialistes des runes et que vous avez envie de commencer à faire des tirages pour la famille qui vient vous voir, vous pouvez aussi faire des tirages, et j'en ai mis beaucoup dans mon livre. Vous pouvez faire des tirages des tirages simples, passé, présent, futur, et je tire une rune une rune qui correspond au passé, une rune qui correspond au présent, une rune qui correspond au futur, et je commence avec plus ou moins de facilité, à faire une phrase avec ce que les runes sont en train de me dire, jusqu'à par exemple, moi je fais souvent des tirages où j'utilise des grandes arcanes du tarot parce que justement il y a déjà toute une syntaxe qui est portée par le tarot, c'est-à-dire que on a déjà des histoires qui sont contenues dans ces arcanes et alors je peux répondre aux questions qui sont posées par ces arcanes. Par exemple, parce que là ça a l'air compliqué quand je dis ça, mais par exemple si je cherche une réponse, par exemple, je vais réfléchir sur un déménagement. Alors, est-ce que je vais déménager bientôt? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte du tarot et comme rune? Les runes, je vais les piger, mais la carte du tarot que je vais mettre pour m'aider, pour structurer, si je puis dire, mon tirage, je vais prendre la 16, par exemple, la maison Dieu. Parce que la maison Dieu parle d'une maison qui s'ouvre vers quelque chose qui me met en joie. Alors d'abord, on tire une rune pour voir s'il y a quelque chose qui s'ouvre. S'il y a rien qui s'ouvre, peut-être que je vais pas déménager. Et puis si je tire une autre rune qui dit peut-être il s'agit de se reposer sur le personnage qui est en joie et qui fait 36 000 trucs, je dirais peut-être que c'est pas le moment de déménager, tu vois. Donc, ça nous permet en fait de structurer un tirage. Sinon, vous le faites en roue libre. Il y a tellement de manières de faire des tirages que à partir du moment où vous êtes, fidèle aux conventions de départ, tout vous est permis avec les runes. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il faut être dans un état particulier avant de faire un tirage? Est-ce qu'il faut calmer le mental ou faire un genre de protocole avant, ou vraiment on peut y aller comme ça? Comme pour tirer un oracle, comme pour tirer un tarot, on ne fait pas ça pour jouer. En tout cas, moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que quand on va se servir d'un instrument qui est quand même un peu sacré pour nous, et c'est le cas des runes, si on les a faites nous-mêmes, si on leur a donné un nom magique, si on les a amenées à la vie, c'est quand même pas... je veux dire, c'est quelque chose qui est sacré et on va l'utiliser pour aller interpréter les signes du monde. Donc, on fait pas ça en se disant tiens, j'ai exactement 3 minutes. Dans 3 minutes, je dois aller au sport. Je vais vite tirer 3 runes comme ça pour savoir ce que ça me dit. Non, je pense qu'il faut quand même être dans un état d'être, d'ouverture où on est prêt à écouter. Et
il me semble que pour écouter des messages qui vont venir, qui vont avoir une justesse, qui vont me parler de ce que je suis en train de vivre, ben, il faut que je sois bien centrée, tu vois. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et on peut poser toutes sortes de questions aux runes? On peut tout poser aux runes. Le problème, c'est que les runes vont parfois vous donner des réponses que vous n'aimerez pas. Et alors, c'est là où on commence à pédaler dans nos conventions de tirage. C'est qu'on dit, ah, mais je vais tirer une autre question. Ouais, Mais ça, bah ça ne oui. fonctionne pas. La réponse me convient pas. Non, non, mais celle-là, elle me plaît pas, je vais en prendre une autre. Oui, Ouais. mais c'est souvent ça. Ouais, non. Donc, on peut tout poser si on est prêt à entendre la réponse. D'accord. Et est-ce que, par exemple, sur notre futur, sur notre destin, ça aussi, on peut aller chercher des réponses? Oui, on peut aller chercher des réponses, mais encore, est-ce que ce seront les réponses que j'attends? Tu vois, c'est vraiment, c'est ce que j'explique souvent. En fait, le merveilleux est dans l'inattendu. Parce que quand j'attends quelque chose, je ne vois pas ce qui pourrait être une réponse et qui serait même une plus belle réponse à ce que je veux. Donc, quand je veux chercher vraiment une réponse au destin que je suis en train de vivre, il faut que je sois dans un état de lâcher prise pour que la réponse qui vienne, même si elle me décontenance, eh bien, je la note, je suis prête à l'accepter, je vais l'écouter, je vais la travailler, je vais voir, en fait, je vais l'ouvrir et l'écouter dans ce qu'elle a à me raconter. Mais souvent, et ça, c'est un peu le propre de cette civilisation dans laquelle nous sommes. On est pressé. On veut des réponses qui soient, qui me disent exactement qu'est-ce qui va arriver. Et les runes fonctionnent peu comme ça. Donc, c'est compliqué. D'accord. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que si on fait un tirage de runes ou de tarot, enfin n'importe, si la réponse ne nous convient pas, je dirais, ah ben non, non, ben après, faut être sincère avec soi-même. Si on le fait bien et que c'est pas ce qu'on attendait, c'est que, voilà, voilà, il faut réfléchir un peu et pas se dire, allez, je vais retirer parce que ça me convient pas. Après, ça sert à rien, en fait. C'est pour ça qu'il faut bien s'exercer au départ, il faut bien entrer en communication avec ces runes, il faut vraiment les écouter parce que il faut à un moment donné, quand on veut être capable de faire des tirages pour soi-même, il faut qu'on soit le plus neutre possible et qu'on puisse vraiment entendre la réponse donnée sans dire non, je veux pas de cette réponse-là, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que les runes peuvent nous aider sur un travail intérieur? Oh, si on bien veut sûr, bien sûr. développer un grand mot, mais notre spiritualité, trouver un sens à notre vie, les runes peuvent nous aider beaucoup? Oh oui, les runes nous aident beaucoup pour ça. Pourquoi? Elles ont une connexion incroyable avec la nature. Une fois que vous allez fréquenter les runes et que vous irez vous promener dans la forêt ou n'importe où, vous allez voir que spontanément, la nature nous offre plein de runes sur le chemin. Et donc, c'est assez intéressant parce que on voit qu'il y a une sorte de fil, de trame comme ça qui se raconte et qui nous entoure avec les runes. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous voyez que il y a cette réponse, ce souffle, on pourrait dire cette brume qui nous entoure en nous donnant des réponses avec des runes, on peut pas ne pas être émerveillé par toutes sortes de choses qui sont autour de nous. Et donc, je pense que ça pousse évidemment sur un travail intérieur, une reconnexion avec quelque chose de plus grand. D'accord. Et dans ces 24 runes, est-ce qu'il y a certaines runes qui sont plus intenses, comment dire ça? Est-ce qu'elles dégagent quelque chose de plus fort que d'autres? Oui, il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Il y en a que spontanément on n'aime pas.
mais ça c'est pour tout le monde parce que effectivement, dans plusieurs manuels, ce sont des runes qui ont, on pourrait dire, une sorte de d'aura négative. Mais pour moi, les runes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ça dépend du contexte. Et comme ça dépend du contexte, elles sont duelles comme notre belle terre qui est faite de matière et de lumière. Donc bon, il y a des runes, effectivement, quand on voit la fameuse Sowilo, qui est la 16e, généralement, elle ne laisse personne indifférent parce que c'est la rune qui compose la Svastika, mais c'est aussi la rune, finalement, qui a été reprise par Hitler dans son double SS. Donc, quand on voit cette rune-là, tu vois, c'est une rune qui est forte. Qui est forte parce que elle parle d'un soleil invaincu, elle parle de cette flamme inatteignable qui se trouve au cœur des ténèbres et qui se trouve à l'intérieur de moi. Donc, je veux dire, c'est une rune qui est forte, tu vois. D'accord. Oui, en même temps, je regardais, c'est vrai que oui, si on en met deux, ça fait le signe que le svastika. La Svastika. La svastika, merci. Ouais, moi, c'est l'accent du sud, il y a des mots, c'est plus dur à prononcer. Oui, ben c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Est-ce que, du coup, il y a des runes qui sont associées à des états d'être, enfin, pas des états d'être, mais est-ce qu'il y a des runes qui sont associées plus à l'amour, des runes qui sont associées plus à l'abondance? Bien sûr. Il y a plein de runes. L'abondance, ça va être aussi, ça va être soit les deux premières, suivant le contexte. Féou, ça va être ce que je vais pouvoir engranger, ce qui va être ce que je vais pouvoir gagner, les ressources. Ça parle d'argent. Mais Ourouz, la deuxième, ça va être vraiment ce flot ininterrompu. Donc, ça va parler d'abondance. Il y a des runes qui sont plus versé là-dedans. Tu as des runes qui vont parler de direction, comme la fameuse 17e, qui est vraiment une flèche, qui indique une direction qui est reliée au dieu. Oui, Tiwaz, qui est relié au dieu Tyr, qui va parler vraiment de retrouver, en fait, d'être connecté à son étoile, à son ange gardien, ou à ce qui pour nous symbolise cette étoile là qui nous guide. Et puis voilà, il y en a plein. La 8e, et qui est Wunjo, elle va symboliser la joie profonde. C'est vraiment le feu qui est à la hauteur de la tête et qui symbolise cette joie intense. Donc oui, il y a plein de runes qui symbolisent à chaque fois des choses un peu différentes. D'accord. Toi, à quel âge tu as commencé à t'intéresser aux runes? C'était déjà très jeune? Ça fait. Alors, les runes, ça fait très longtemps, évidemment, que je les fréquente. Avant que je ne commence à écrire un livre là-dessus, bon, ça a pris plus de temps, mais je dirais, quand j'ai commencé à tenir mes premières runes, 23-24 ans, j'en ai 60, 61 maintenant. Donc, tu vois, ça fait quelques années. Et ce déclencheur, ce qui t'a amené vers les runes, ça vit toujours en toi aujourd'hui? Tu es toujours autant émerveillé aujourd'hui quand tu vois les runes? Toujours. Les runes font partie de ma vie. C'est vraiment quelque chose. Chaque fois, je peux te traduire des situations en runes. Je peux, quand je vais me promener, je vois des runes partout dans la nature. C'est vraiment, j'entends leur chant parfois dans mes rêves. C'est comme ça que je peux me souvenir vraiment très très fort de mes rêves. C'est que j'arrive à les traduire pendant que je rêve en runes. Donc je ramène ces runes quand je me réveille, parce que c'est souvent ce qui nous embête un peu, c'est qu'on a l'impression qu'on a un rêve très clair quand on est dedans, et puis une fois qu'on veut en sortir, on se dit j'ai complètement oublié de quoi ça parlait. Donc voilà, c'est un exercice qui va faire que les runes vont toujours comment te dire, elles vont toujours être là quand il y a quelque chose de l'âme du monde qui cherche à communiquer avec moi.
Et ça va être sans doute un de mes vecteurs préférés avec le règne végétal. Ce sont les deux, si je puis dire, outils, moi, qui me permet d'être toujours, en tout cas, de voir ces synchronicités, de pouvoir percevoir que là, peut-être, il y a un message et de pouvoir être connecté avec ce champ d'information. D'accord. En alchimie, il y a des monuments, voilà, il y a des cathédrales, des choses comme ça, où il y a vraiment des marqueurs très forts. Où j'ai plus le nom en tête, j'en avais parlé avec Pascal Boucher, avec qui tu fais une retraite bientôt, et Séverine Huang. Oui. Et j'ai plus le nom en tête, je me rappelle plus où c'est, mais bon, bref. Et oui, vas-y. Et ben, il y a vraiment des symboles forts dans pratiquement toutes les cathédrales. Hein. Il y a vraiment des symboles très forts, que ce soit à Chartres, que ce soit à Bourges, que ce soit même à Notre-Dame de Paris, on trouve. Alors ça, c'est un peu pour ma chapelle. À Notre-Dame de Paris, sur certains des vitraux, on trouve la fameuse Vatisca. On trouve la Vatisca représentée sur une nappe dans les travaux qui sont à faire en alchimie pendant les 12 mois de l'année. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve... j'ai un de mes amis qui est bâtisseur et qui m'a dit que entre eux, ils communiquent avec des runes. Entre bâtisseurs, quand ils sont dans un travail de bâtir quelque chose, un bâtiment un peu sacré, il y a certaines runes là qui circulent entre eux pour mesurer, voir comment est-ce qu'ils vont le faire, etc. Tu vois. D'accord. Et donc du coup, oui. Vas-y. Du coup, est-ce qu'il y a des bâtiments, des choses sacrées où vraiment on retrouve les runes, mais c'est-à-dire comme les runes que tu te sers, est-ce qu'on retrouve en grand, par exemple, que ça soit la flèche, on parlait de Tiwaz ou d'autres? Alors, très peu. Pourquoi? Parce que les runes sont païennes et les runes ont une affinité particulière pour les Nordiques, en tout cas, les cathédrales, c'était la nature, tu vois. Donc, ils n'ont pas vraiment bâti, eux, des cathédrales. Mais il y a certaines, quand tu vas un petit peu, tu retrouves parfois je te dis, des mentions de runes ou des mentions d'esprits qui font partie, on pourrait dire, de cette mythologie nordique, comme le Green Man, l'homme vert, tu vois. Celui-là, on va le retrouver dans plusieurs cathédrales, notamment la Rosslyn Chapel en Écosse, où on va retrouver effectivement parfois des symboles qui seront tant certains symboles hébraïques que des symboles plus nordiques, ou des symboles celtes, ou il y a vraiment dans cette Rosslyn Chapel, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais donc ça symbolisait à chaque fois un passage du sacré là qui se trouve là et qu'on a voulu poser en mettant des jalons pour ceux qui étaient capables de reconnaître ça. Mais pour répondre plus spécifiquement à ta question, il y a un temple à la frontière finlandaise-russe, le temple de Kola, où il y a plein de runes à l'intérieur d'un temple qui est aux dimensions gigantesques, qui a été découvert il y a très peu de temps et dont on parle très peu. D'accord. Il y a des études scientifiques sur les runes ou pas? Non, il n'y a pas d'études scientifiques sur les runes. Ça a été pendant très longtemps, tu vois, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, pas que je sache. Peut-être que depuis que je m'y suis intéressée, il y a peut-être des études scientifiques qui sont sorties, mais en tout cas, pas à ma connaissance. Par exemple, le tout premier livre, l'Edda des grands-mères, qui est avant celui de Snorri, est écrit en fait en vieux norrois. On est capable de le traduire, mais si tu veux, comme il est fait dans une sorte de langue poétique auquel on n'a plus accès, eh bien, c'est un livre qui ne veut rien dire pour nous. On peut le traduire de A à Z, mais c'est comme si on met des tas de morceaux de mots l'un à côté de l'autre. Et si tu veux, le champ du livre en entier nous échappe complètement. Et
je me suis aperçue que c'est souvent comme ça un peu avec les runes. Elles intéressent, mais on ne sait pas très bien par quel bout les prendre en fait. D'accord, oui, je comprends. Parce que tu vois, on a retrouvé vraiment beaucoup de langues très anciennes qui semblent sortir du même vivier. Hein. Tu as la langue étrusque par exemple, qui pendant très longtemps a été indéchiffrable. Elle s'apparente très fort aux runes. Tu as aussi l'alphabet Orcan, qui est un très vieil alphabet turc. Quand tu regardes l'alphabet Orcan, ce sont des runes. Et pourtant, on ne s'y intéresse pas. Et elles sont très, très anciennes. Cet alphabet Orcan, il était là, mais vraiment, c'est un des tout premiers alphabets qu'on trouve en Turquie. Et dans les légendes, on dit qu'ils étaient apparentés aux hommes bleus. D'accord. Et on n'en trouve pas beaucoup de signes. Ok. Il y a des idées reçues sur les runes qui existent. Oui, les idées reçues, c'est que ce sont des symboles qu'on n'utilise que en magie, alors qu'il y a toute une philosophie dont j'ai pu te parler, et que suite à ta question où tu disais si elle peut nous reconnecter à une certaine spiritualité intérieure, je t'ai dit oui, mais la plupart des gens, quand ils viennent dans un premier abord pour fréquenter les runes, ils voient leur côté magique, leur côté force, leur côté viking, leur côté, tu sais, grand guerrier. D'ailleurs, les runes ont, oui, un peu barbare. Les runes ont un succès fou dans tout ce qui est, quand on les grave sur la peau. Ce sont des tatouages, voilà. Les tatouages, les runes, elles ont un succès bœuf. Je veux dire, tout le monde se les tatoue sur les doigts, dans la colonne vertébrale. On se fait des vizirs, on se tatoue vraiment beaucoup les runes. Et elles sont vendues comme ça. Elles sont vendues comme étant des symboles magiques qui sans en connaître vraiment la signification, quoi, finalement. Voilà. Moi, je suis contre les tatous de runes, mais mon plus jeune fils, il s'est tatoué plein de runes sur le bras, donc tu vois, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Au moins, si tu veux faire un tirage, tu fermes les yeux, tu mets le doigt sur le bras ou un endroit et hop. Non, quelle horreur. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il a choisi et j'ai essayé de le décourager, oui, de le dissuader. Et puis quand je lui expliquais les runes qui étaient gravées sur son bras, il me disait, ça me donne juste encore plus envie de me les graver. J'ai dit, bon, je vais me taire parce que il va s'en faire 5 ou 6. Ils sont ingrats des fois, les enfants. Hein. Ah, terrible. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire de ta fille, donc la vidéo sort le jour d'anniversaire de ta fille. Oui, c'est l'anniversaire de ma fille chérie. Je t'embrasse, Margot. Ouais, si elle regarde l'émission, je pense que ça lui fera plaisir. Oui, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Merci de cette pensée, Sébastien. Justement, est-ce que dans tes proches, la famille, les amis, est-ce qu'ils s'intéressent aux runes, vu que c'est quand même quelque chose, toi, on va dire, c'est ta, comment dire ça, je sais pas le mot il vient pas, mais c'est ton outil de prédilection. Oui. Est-ce que ça les attire, ça les intéresse, oui, tes proches? Ça les attire, ça les intéresse. Ils adorent que je leur raconte les histoires des runes. Ils adorent ça. Ils adorent aussi. Ils aiment bien quand je fais des travaux d'alchimie, parce que je suis aussi une alchimiste opérative, donc ils adorent ça, de venir dans mon labo, de regarder comment je travaille. Souvent, ils m'aident à embouteiller les préparations magistrales. J'ai cette chance d'avoir des enfants qui sont ils ne repoussent pas, tu vois, complètement le monde peut-être un peu plus différent du leur. Non, ils sont toujours curieux, ils aiment bien venir et ça les intéresse très fort. Donc, j'ai cette chance-là. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui découvre les runes et qui voudrait commencer à s'y intéresser? Je crois je lui dirais de faire un chemin qui ne devrait pas être spécialement très rapide, c'est-à-dire d'entrer en communication avec une rune et quand elle a l'impression qu'elle la comprend, qu'elle la connaît, passer à une autre. Évidemment, comme je te l'ai dit, moi je lui conseillerais vraiment
de faire son propre jeu de runes. Et puis, je lui conseillerais vraiment de lire aussi la mythologie nordique parce que runes et mythologie nordique sont indissociables. C'est-à-dire qu'on comprend l'esprit des runes si on a la mythologie et inversement. C'est-à-dire qu'on va comprendre de quoi parle la mythologie si on comprend les runes. Et c'est parfois ça qui, j'ai l'impression, rebute un peu les gens pour aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils se disent oh je dois passer encore par tout ça, moi j'ai juste envie du symbole et puis ça me va. Mais je pense que vous ne serez pas déçus parce que elles sont impressionnantes de sagesse, de justesse, et elles ont vraiment cette capacité à vous brancher sur votre propre histoire. Justement, quand tu parles de est-ce qu'on peut les interroger pour avoir des idées de notre destin, ben justement, elles nous connectent à notre propre histoire qui va faire qu'à un moment donné, on va comprendre cette notion du destin qui était si importante dans la mythologie nordique. Tu sais, il y avait 3 déesses qui représentaient le destin, qui étaient ces 3 Nornes qui tissaient le destin de tous dans un des mondes, au pied, enfin un peu en haut de l'arbre de l'Yggdrasil, et qui chaque jour, quand elles regardaient dans la source primordiale, eh bien elles laissaient tomber quelques gouttes qui reconstituaient les racines de l'Yggdrasil et repoussaient en fait la Ragnarok, la fin du monde, puisque elles arrivaient à repousser en fait cette échéance fatale. Et donc elles connaissaient le destin de tout le monde et elles ont influencé en fait les autres mythologies, puisque ces Nornes, on va les retrouver chez les Moires, chez les Grecs ou chez les Parques, chez les Romains, et on voit toujours ces 3 déesses qui représentent ce destin. Et donc ce fameux, il y a même 2 runes rien que pour cette notion du destin, donc sur 24 c'est quand même pas mal. Oui, c'est sûr que c'est pas mal. C'est pas mal. Là, moi, j'ai une question, peut-être un peu bizarre, enfin, j'en sais rien. Mais moi, je pose toutes les questions qui me viennent en général. T'as raison. Est-ce qu'il y a des familles ou des noms de familles qui seraient plus en lien avec les runes ou pas du tout? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est perdu au fil des siècles, pour pas dire des millénaires, mais est-ce qu'il y a quand même je sais pas moi, des noms nordiques qui auraient un lien avec les runes encore aujourd'hui? Là, moi, je connais pas assez les langues scandinaves pour te le dire, mais c'est vrai qu'au départ, chez les Scandinaves, les noms de famille étaient des noms, si on peut dire, de clans, et qui parlaient, par exemple, du forgeron, de ceci, de cela. Et le forgeron, il va avoir, bien entendu, des runes qui vont parler de ça dans son nom. Mais ça, c'est un peu comme les noms qu'on retrouve. Surtout, c'est vrai que chez les Québécois, c'est vraiment très très fort. Leur nom de famille, c'est encore La Fortune, c'est Beaulieu. Tu vois, tu as vraiment des noms de famille qui disent déjà une histoire rien que comme ça. C'est vrai que chez nous aussi, quand on commence à regarder les noms de famille, on voit qu'il y a des noms aussi qui racontent des histoires. Mais c'est vrai que comme ça, je pourrais pas te dire parce que je ne parle pas assez bien le scandinave. D'accord. Moi, je te pose cette question, c'est très bête, mais moi, je suis du sud, ça s'entend légèrement. Non. Non, ça va alors. Et pourtant, je sais que j'ai des ancêtres qui sont du Nord. C'est-à-dire que moi, mon nom de famille, c'est Le Thor, L-E-T-O-R. Et je sais que ça a une connotation assez scandinave, quoi. Donc je me posais la question s'il y avait, pas moi forcément, on s'en fout, mais des noms qui auraient un lien avec ça. Mais alors, si tu parles comme ça, oui, ça pourrait vouloir dire le Thor en lien avec Thor, mais il te manque le H dans le Thor, oui. Non? Ouais, non, mais oui. Alors, le Thor, c'est aussi celui qui est comme un taurus, qui est complètement. Donc après, bien sûr qu'il y a des liens avec les runes, comme il y a des liens avec finalement ce qui raconte notre histoire. D'accord. Est-ce que les runes, parce qu'on vit une époque assez compliquée, on va pas se cacher, se mentir,
la vie est pas simple aujourd'hui. Enfin voilà, ça dépend les pays plus ou moins les personnes, mais dans l'ensemble, on vit quand même des périodes très compliquées. Est-ce que les runes peuvent nous aider justement dans ces périodes de difficulté à prendre du recul ou à voir les choses différemment, ou alors avoir une autre vision de l'époque dans laquelle on vit en ce moment? Oui, bien sûr. Moi, j'en suis persuadée. Si, encore une fois, tu interroges ou en tout cas tu utilises ou en tout cas tu entres en relation avec les runes de la manière dont on l'a explicité, c'est-à-dire que si effectivement on vit une époque compliquée et que tu fais un tirage tous les 2 jours, elles t'aideront pas beaucoup. Ouais, d'accord. Ah bah oui, parce que si tu fais un tirage tous les 2 jours, tu ne laisses pas l'énergie des runes que tu as tirées se déployer et aller, en fait, finalement, t'apporter la réponse qu'elle t'avait suggérée, qu'elle t'avait susurrée. Elles n'ont pas le temps de te dire quelque chose que tu refais un tirage parce que tu trouves que la réponse ne va pas assez vite. Alors à partir de ce moment-là, non, elles t'aideront pas. Mais si tu entres vraiment dans un vrai travail avec elles, bien sûr, elles t'aideront. D'accord, ok. Oui, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur si la réponse ne nous convient pas, tu refais un tirage. Oui, mais c'est la réponse qui convient pas ou bien les gens sont pressés. Moi, je constate, parfois, je fais un tirage à une personne, je lui fais un tirage très complet, 1 mois et demi, elle revient, elle me dit, tu veux pas me faire un autre tirage? Il faut attendre que ça s'ouvre, que ça, tu vois, que ça rentre dans un temps plus lourd qui est le nôtre, puisque c'est le temps de la matière. Donc, il faut attendre un peu, il faut pas être aussi impatient, mais ça, l'époque dans laquelle on est impatiente. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une rune ou un message d'une rune qui a fondamentalement changé ta vie ou quelqu'un à qui tu as fait un tirage où vraiment ça a été fou, quoi, exceptionnel? Oh, j'en ai eu quelques-uns comme ça. J'en ai eu quelques-uns comme ça, mais ce que je constate, c'est que vraiment, il y a certaines runes qui arrivent plus souvent dans ta vie à certains moments, tu vois, pendant très longtemps, moi j'ai eu beaucoup la 10e rune sur mon chemin, celle d'Enorn, Nodise, qui est la 10e, qui représente en fait finalement l'accès à l'inconscient, mais qui est aussi une sorte d'épée pour nous dire, ben voilà, en fait les temps sont un peu difficiles et il va falloir peut-être condenser les dernières forces qui te restent pour passer au travers. Mais je me suis aperçue qu'après, c'était plus tellement celle-là qui revenait sur mon chemin, que j'en avais d'autres qui arrivaient, comme la 14e, qui me permettaient de changer mon regard sur les choses ou qui me disaient qu'il y avait des choses à travailler dans mon chaudron. Et je m'aperçois que chez les gens, c'est aussi pareil. Quand ils viennent pour un tirage et que les runes en miroir que l'on tire, qui viennent raconter cette histoire, ils vont toujours te dire qu'ils sont en plein dedans. Et que la rune, justement, qui est le plus reliée à cette histoire qu'ils viennent chercher chez toi, eh bien, ils vont la voir pendant un certain nombre de temps. Tu vois, je sais que moi, j'ai une de mes amies qui, pendant tout un temps, elle tirait tout le temps la 9e à Galaz. Et c'était tellement fort que même dans son thème de naissance, parce qu'on peut faire aussi un thème de naissance avec les runes, en calculant la date de naissance, c'est un des outils que j'ai mis à disposition dans le livre. Et c'est vrai que souvent, lors des passages importants dans la roue du temps, je fais les runes de naissance, je vous donne des informations par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont inspirés dans leurs cours par la suite, et c'est tant mieux que ça voyage. Mais donc, quand on fait ton thème de naissance, tu te rends compte que la rune qui vient tout le temps sur ton chemin à un certain moment, eh bien, elle est aussi dans ton thème de naissance, tu vois. D'accord. Est-ce que, enfin, voilà, c'est pareil, mais quand tu expliques ça, moi j'ai entendu, après, je sais pas si c'est vrai, mais voilà, au fur et à mesure des émissions que j'ai pu faire et que j'ai pu écouter, on entend qu'on a plusieurs guides qui viennent à plusieurs moments différents de notre vie, suivant. C'est des passages. À un moment donné, on a un nouveau guide qui viendrait parce que on est dans autre chose. C'est un peu pareil finalement que ce que tu viens d'expliquer avec les runes.
Oui, finalement, c'est un éclairage qui s'ouvre à ce moment-là et qui vient en fonction de ce que l'on a à vivre et qui vient nous dire, ben oui, à ce moment-là, c'est ça que tu dois regarder, c'est là que tu dois plus travailler. Et effectivement, comme elles sont très fortes en géométrie, en ondes de forme, elles diffusent un message que tu le veuilles ou pas. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand parfois les gens s'imaginent que tirer une rune est anodine et que si on les laisse sur sa table de chevet, c'est pas très grave, mais elles pulsent en fait. Et donc elles génèrent une sorte de champ qui leur permet en fait de te reconnecter à cette réponse qu'elles t'ont donnée. Et donc, oui, parfois, il y a des gens qui pensent que les guides sont des runes, qu'il y a un collectif derrière qui s'exprime par la force des runes et qui leur donne des réponses. J'ai pas de réponse là-dessus. Moi, si ce sont des réponses qu'ils ont eues grâce aux runes et qu'ils ont cette impression et que ça les rend heureux, eh bien, moi, je trouve que c'est très bien. Dans mon cas, les runes en tant que telles sont des messagères d'un message plus grand qui pour moi est plutôt la forme de la conscience, ma conscience qui cherche à me rencontrer. Mais après ça, chacun pense ce qu'il veut et mon but n'est pas du tout de heurter qui que ce soit. Mais mais par contre, ce que tu disais au tout début d'émission, et je trouvais que c'était très intéressant, de mettre une rune dans sa poche sans la regarder, de voir, et après à la fin de la journée, de faire un récap de sa journée, et voilà, de regarder la rune et de voir les correspondances, ce que ça amène. Je trouve que ça revient un peu à ce que tu disais là, je trouve. Et du coup, ça permet vraiment de se familiariser, de découvrir l'énergie des runes en faisant comme ça. Enfin, je trouve que c'est une très bonne idée en tout cas. Tout à fait, et vous vous rendrez compte qu'il y a des jours où vous n'aurez pas envie de faire l'exercice, comme il y a des jours où on n'a pas envie de voir quelqu'un, même qu'on aime très fort, on n'a pas envie. Et c'est la même chose pour les runes. Il y a des jours où on n'a pas envie de les tirer parce que on n'a peut-être pas envie d'avoir le message et qu'on a besoin d'avoir un peu de temps. Et c'est correct aussi. Donc, d'accord. Tout est bien. On arrive sur la fin de l'émission. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Mais si tu pouvais croiser la Nathalie d'il y a 20, 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a 20 ou 30 ans, j'étais attachée parlementaire du ministre des Finances. Je n'aurais jamais cru que j'allais dans une émission chez Sébastien Le Thor parler de ma Bible des runes et raconter toute une sorte de tout ça. Non, je n'aurais pas cru. Donc à cette Nathalie-là, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, je pense que je lui aurais dit que la vie est merveilleuse et que le meilleur reste à venir. D'accord, ok. Mais en tout cas, Nathalie, merci beaucoup pour ce moment, pour cette découverte des runes, pour toutes tes explications. Moi, merci. En tout cas, j'ai compris beaucoup de choses en t'écoutant. J'ai découvert aussi beaucoup de choses. Je pense que les personnes qui regardent cette émission aussi. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce moment. Est-ce que tu as des actualités en ce moment à venir? On est le 13 juillet. J'ai une retraite initiatique avec Pascal Boucher et Séverine Wang au Hameau de l'Étoile le 7, 8, 9 août. Et puis, je vais retrouver mes enfants qui sont au Québec, et donc je vais retrouver les Québécois pendant le mois de septembre. J'ai plein d'activités avec l'olfaction mystique et aussi avec un peu tout ce que j'apporte avec les runes. Donc, ça sera très bien. Et en tout cas, merci, cher Sébastien, de m'avoir invité. Merci pour cette très joyeuse émission. Ça m'a fait plaisir de parler des runes avec toi et c'était vraiment un vrai plaisir. Merci beaucoup à toi, Nathalie. Passez tous une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.